Salut, on va parler du cannabis, terrasse à bord des écoles avant 18 ans. Catherine Vautrin, pas opposée à durcir les interdictions de fumer. Alors que le gouvernement lance sa campagne de sensibilité pour lutter contre le tabac, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, s'est dite prête ce mardi dans les grandes gueules RMC à explorer toutes les pistes envisageables pour durcir les mesures actuelles. Accompagner les 12 millions de fumeurs en France, ne pas stigmatiser qui que ce soit. Pour lutter contre le tabagisme, le gouvernement veut aider à essayer de sortir du tabac. On essaye d'accompagner, parce que ce que l'on voit, c'est qu'on a encore en France un nombre de fumeurs qui représente 23% des adultes. C'est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, où on est aux alentours de 16%. Et on connaît des méfaits, précise la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, invitée des grandes gueules, mardi, c'est-à-dire aujourd'hui. Il ne faut rien s'interdire. Pour réduire le chiffre de 75 000 personnes qui meurent des suites des conséquences du tabac, chaque année, le gouvernement ne se ferme aucune porte et explore toutes les pistes possibles, imaginables. Il ne faut rien s'interdire, estime Catherine Vautrin. Jusqu'à interdire de fumer dans la rue. C'est une vraie question. Selon elle, dans les réflexions, il y a des périmètres autour des lycées. Pour prendre un exemple qui est un lieu ouvert, puis, puisque vous êtes à l'extérieur. Selon nos informations, cette piste est bien en réflexion, autour des établissements scolaires en général. On va mettre l'intégralité, si je retrouve. Je crois que c'est celle-ci. Moi je cherche, mais... Malgré un rapport parlementaire ouvert à la légalisation, Catherine Vautrin résolument contre. Non, pas. C'est pas celle-ci. Normalement, il y est. Après, s'il y est pas, tant pis, on va dire. Tac. Voilà. Normalement, c'est celui-là. Face au... Grande gueule. C'est Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, qui est avec nous. Bonjour Madame Vautrin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler du tabac dans un instant, mais je voudrais vous poser une question. Hier, on a eu un long débat ici, dans les grandes gueules, à propos d'un rapport parlementaire. Vous voyez duquel je veux parler. Je crois que je vous vois arriver. Voilà, le rapport des députés Mendes et Léaumont à propos de la dépénalisation et légalisation du cannabis et de la cocaïne. Qu'est-ce que vous en dites, puisque les addictions, c'est aussi votre terrain. Honnêtement, on sait tous les dégâts que génère la consommation de cocaïne, de drogue en tout genre. Et on sait aussi, et je crois que c'est là-dessus qu'il faut insister, que dans les pays dans lesquels on a légalisé, on peut pas dire que la situation soit améliorée. Vous savez, moi, je suis originaire de Reims, et je peux vous dire que à Reims, juste à côté, il y a un péage qui s'appelle Courcy, sur la 26, c'est la route vers la Hollande. Eh bien, c'est toutes les semaines qu'il y a des trafics qui continuent. Donc, imaginez que quelque part dépénaliser, ça va générer une consommation régulée.
un, je ne pense que c'est pas le cas, vous êtes et contre. deux, c'est Ouais. un enjeu de santé publique. Mais pourtant, donc je suis pourtant, autour de nous, des pays européens l'ont fait. La légalisation, Et la vous avez- dépénalisation. Oui, vous avez vu les résultats, ça vous paraît très engageant? Moi, je crois pas. Ah, les trafics ne se sont pas développés, Il y par a- exemple, au Portugal, Oui, mais notamment. vous avez, je prends le cas des Pays-Bas sur lequel on a un vrai recul. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que les trafics continuent. Et donc, on se retrouve dans une situation où on a une consommation qui continue à exister, on a un trafic parallèle. Et je vais faire d'ailleurs une comparaison avec autre chose, avec le tabac. Regardez, aujourd'hui en France, le tabac est autorisé, et pour autant, vous avez de la contrebande de tabac. Et bien, malheureusement, je crois que si vous dépénalisez, vous aurez de la même manière, vous continuerez à avoir de la drogue qui circulera différemment. Donc Résolument contre, on n'a rien à tirer de ce rapport parlementaire. On a toujours à tirer d'un rapport, c'est toujours intéressant de le lire, mais pour autant, ça ne veut pas dire que on va suivre. D'ailleurs, c'est la volonté du gouvernement à ce stade de ne pas dépénaliser. Vous le lirez quand même ou pas? Bien sûr. Ah oui. Ne serait-ce que par respect pour celles et ceux, un, qui l'ont fait, et deux, pour ceux qui ont donné du temps. Alors, vous êtes avec nous pour parler de cette nouvelle campagne qu'on va pouvoir écouter et entendre sur le tabac. Notamment, il y a 2 spots que les Français vont pouvoir regarder. Premier spot, on va les passer tous les deux d'ailleurs. Le premier, c'est façon Koh-Lanta pour dire arrêter de fumer, c'est un défi et il faut tenir. Et c'est Denis Brognard qui parle à 2 candidats. C'est rare de réussir les choses du premier coup. Sophie, vous avez arrêté de fumer. Ça a été une aventure? Un défi même. Mais à force d'essayer et avec de l'aide, j'y suis arrivée. Ça doit parler à notre phénix, ça. Hugo, t'as été éliminé de Koh-Lanta la légende dès le début, et pourtant ça t'a pas découragé. C'est vrai. En fait, on m'a redonné une chance en m'envoyant sur Inébani, et grâce à ça, j'ai pu jour après jour gagner des épreuves pour revenir dans la compétition. Quand on relève un défi, chaque essai est un pas vers la victoire. Pour arrêter de fumer, faites-vous aider par Tabac Info Service. 12 millions de fumeurs encore en France. Donc, en fait, c'est une politique qui va sur 2 jambes. C'est-à-dire, d'un côté, on continue d'augmenter le prix du tabac, et de l'autre, on dit, à vous d'arrêter de fumer, il y a Tabac Info Service qui peut vous aider. C'est ça. Ce qu'on essaie, c'est d'accompagner, parce que ce que l'on voit, c'est qu'on a encore en France un nombre de fumeurs, vous venez de le rappeler, c'est 23% des adultes. C'est beaucoup plus élevé que la moyenne des pays de l'OCDE, où on est aux alentours de 16%. Et on connaît les méfaits. Je rappelle quand même qu'on a chaque année 75 000 personnes qui meurent des suites des conséquences du tabac. Je vais prendre un exemple qui est un exemple assez ancien, qui était celui de la sécurité routière. À l'époque où on a lancé les grands chantiers de sécurité routière, on avait 20 000 morts par an et on disait c'est beaucoup trop, ce qui était une réalité. On est aujourd'hui à un peu moins de 4 000 morts. Eh bien, quelque part, se dire qu'on a 75 000 personnes qui meurent des suites du tabac, ça reste un enjeu de santé publique et c'est surtout un enjeu pour chacune et chacune des personnes concernées. Et ce qu'on veut faire, c'est très concrètement accompagner. On n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit, on est là pour essayer d'aider à sortir du tabac. Flora? Bravo pour cette campagne. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la sensibilisation, que ce soit pour le tabac ou la sécurité routière que vous avez pris comme exemple. Je sais notamment sur le tabac que la mise en place des paquets neutres a fait démarrer a fait ne pas démarrer le tabac un tiers d'adolescents européens. Donc c'est des résultats qui sont vraiment excellents. Donc bravo de faire de la prévention sur le tabac. Ma question pour vous est très simple. Il y a 11 millions de fumeurs de tabac et 10 millions de fumeurs de cannabis. Sachant que c'est la prévention qui fait reculer, est-ce que légaliser n'est pas le meilleur moyen de taxer, d'encadrer et du coup de faire de la prévention et de faire reculer le nombre de fumeurs? Parce que si on est des gros fumeurs de tabac, on est aussi des gros fumeurs de cannabis, les premiers fumeurs d'Europe, il me semble. Et donc, est-ce qu'il faut pas respecter les 10 millions de fumeurs de cannabis et les aider à sortir de leur addiction? Est-ce que vous pensez pas que votre position très très ferme est mauvaise, quoi, et pas la bonne dans l'intérêt de la santé publique? Madame Vautrin. Alors, moi, je pense que incontestablement, aider, c'est une évidence, et je suis complètement d'accord avec vous sur le fait d'aider. Pourquoi est-ce que j'ai une position ferme sur la légalisation, et je suis pas toute seule à partager cette position? C'est parce que on voit bien que ça n'est pas parce que nous allons dépénaliser que nous allons stopper le trafic. Donc le sujet, c'est d'un côté informer, et je partage, et je suis d'accord avec vous, mais merci sur ce que vous disiez sur le tabac, mais je rappelle quand même qu'au moment où on se parle, on a encore 15,6% des jeunes de 17 ans qui fument. Donc vous voyez que même sur le tabac, oui, mais et je vais vous donner un autre exemple. Ça marche, ça pourrait être mieux. Et c'est la raison pour laquelle on essaie d'aider, y compris en évitant des sujets qui sont des sujets qui peuvent aller vers la consommation, y compris la consommation de drogue. Et je pense
par exemple aux sachets de nicotine, qui sont apparus il y a maintenant quelques années et qui étaient typiquement quelque chose qui pouvait conduire dans un deuxième temps à une consommation autre que celle de la nicotine. Et c'est la raison pour laquelle nous allons le supprimer en France en l'interdisant, parce que l'idée, c'est aussi d'éviter qu'on puisse aller vers ces pratiques dans un souci qui est un enjeu de santé publique. Est-ce qu'il y a un palier supplémentaire à franchir? C'est-à-dire, il y a eu la loi d'interdiction dans les lieux fermés. Personne ne reviendrait dessus. Alors. Non, mais on est d'accord. Charles Consigny. Attendez, mais est-ce qu'on doit aller plus loin et faire comme certains voisins anglo-saxons ou aux États-Unis, dire on ne fume même plus dans la rue? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez en tête? C'est une vraie question. Par exemple, dans les réflexions, il y a les périmètres autour des lycées, pour prendre un exemple, qui est un lieu ouvert puisque vous êtes à l'extérieur et vous voyez encore plein de lycéens qui fument devant le collège. C'est clairement une réflexion de se dire, alors après vous allez me dire, oui, si on les fait aller 2 rues plus loin, on n'a pas forcément gagné, mais en tout cas, il y a clairement une réflexion de se dire, personne ne reviendrait sur l'interdiction de fumer dans des lieux fermés. Demain, peut se poser la question. Je veux savoir, est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous envisageriez l'interdiction de nos réflexions, ça fait partie de nos réflexions. Aucune décision n'est prise sur le sujet, mais il ne faut rien s'interdire quand on est encore donc de fumer autour des écoles, de fumer dans la rue, autour des écoles, autour et tout simplement, de certains établissements. Vous avez un autre sujet, c'est l'autorisation. Si on veut aller plus loin, et je réponds en réfléchissant tout haut à ce que vous dites, il y a le sujet des mineurs. Est-ce que on laisse la possibilité à des fumeurs de fumer? On peut aussi interdire. Ça peut être une réflexion. Comme l'alcool. Comme l'alcool, c'est interdit. L'interdiction générationnelle. À quel âge? Jusqu'à 18 ans, par exemple. D'accord. Pour les mineurs. Ça peut être une réflexion. Alors après, vous allez me répondre qu'on n'est jamais dans le jardin des gens ou dans la maison des gens et que, évidemment, on va pas aller voir à l'intérieur. Mais pour autant, ça peut être une démarche supplémentaire. Notre objectif à moyen terme, c'est quoi? C'est de réussir à aller vers une génération sans tabac. Une génération sans tabac, quand vous voyez qu'actuellement, on a encore 17% des jeunes qui fument, ça montre bien qu'on n'y est pas et qu'il faut continuer à travailler. Interdire les terrasses? Interdire de fumer aux terrasses? Mais il y a plein de choses qu'il faut qu'on mesure et qu'on regarde. Pourquoi pas? Alors, on a un deuxième spot à montrer, justement. Ah, voilà. Voilà. Et parce que je sais que celui-ci faisait réagir notre ami restaurateur Stéphane Manigon. C'est le... Serait-ce les cafés? Alors, voilà. On voit un serveur, qui commence, il est apprenti, c'est compliqué, et en fait, c'est une espèce d'image, de métaphore sur c'est compliqué d'arrêter de fumer, mais si on persévère, on y arrive. Et pour ce serveur qui fait tomber les plats, alors persévérant, il y arrive aussi. Deuxième spot sur le tabac. Allez Mehdi, premier jour, tu vas y arriver. Comme ça? Bon là c'est pas de chance. Allez, on lâche rien. Non, te décourage pas. Parfait ça. Et c'est pas grave. Tu sais, c'est rare de te rester du premier coup, Mehdi. Voilà, comme un chef, l'important c'est de pas se décourager. Et pour arrêter de fumer, c'est pareil. Plus on essaie d'arrêter de fumer, plus on a de chances de réussir. Faites-vous accompagner gratuitement par un tabacologue au 39,89. Stéphane. Bon, Madame la Ministre, je me devais effectivement de relayer un message. Je suis sur un groupe WhatsApp où j'ai plus de 500 professionnels dessus et je vais vous lire le message. Si le message de la campagne est de dire qu'il est aussi difficile d'arrêter de fumer que de venir travailler chez nous, je ne suis pas certain qu'en termes d'attractivité, on marque des points. Madame la Ministre, je tiens à vous informer qu'il est plus facile de venir travailler dans nos métiers que d'arrêter de fumer. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Alors, je prends le point, mais d'un autre côté, je pense que on le voit bien. L'aspect, la démarche créative, c'est pas de stigmatiser, c'est d'encourager. Et c'est fait sur un ton qui est plus on s'engage et plus on échange. Vous savez, ça me fait penser à une autre campagne dans un autre domaine qui était 100% des gagnants ont joué. Ben là, c'est 100% de ceux qui ont essayé finissent par y arriver. En d'autres termes, c'est pas parce que moi ça m'est arrivé, hein. J'ai fumé dans ma vie et j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, donc je le dis d'autant plus facilement. Fumiez beaucoup? J'ai fumé, oui, tout à fait. Je l'assume parfaitement. J'ai arrêté il y a 20 ans quand même, hein. Donc ça commence à faire loin. Mais la volonté, vous avez tenu. Ouais, parce que au bout d'un moment, vous finissez par vous dire que il y a un vrai enjeu et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Et je pense que quelque part, accompagner en se disant, bah oui, on se plante une fois, oui, ça peut arriver de reprendre. Ce qui est sûr, et en tout cas moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est que le jour où on y est arrivé, faut éviter de reprendre une cigarette, sinon on démarre. Justement, je vais m'adresser à la ministre de la Santé et la ministre du Travail. Dans notre secteur, nous avons ce qu'on appelle les pourboires. Oui. Aujourd'hui, soit ils sont donnés en espèces et puis au fond, ils les dépensent comme ils veulent, soit on le met sur la carte et là, ça rentre dans une fiscalité. Aujourd'hui, les serveurs, les garçons de café, les coiffeurs, etc., préfèrent les prendre en espèces. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça permet d'aller acheter son paquet de cigarettes. Ça permet aussi de rentrer potentiellement dans les premières addictions.
pourquoi, Madame la Ministre, on ne mettrait pas la défiscalisation totale de ces pourboires et que réglé par carte? Parce que les débuts des addictions, c'est aussi j'ai de l'argent en espèces dans ma poche, et puis je vais peut-être m'acheter 1 gramme, et je vous le dis en toute franchise, je vais m'acheter 1 gramme de cocaïne parce que j'ai cette espèce, et puis qu'au fond ça m'a rien coûté et c'est de l'argent facile. Moi je pense qu'il faut arrêter cette espèce, il faut que nous, patrons, on puisse donner tous les 15 du mois, et en matière de pouvoir d'achat ce serait bon, tous les 15 du mois, il faudrait qu'on puisse verser l'intégralité des pourboires à tout le personnel, y compris de cuisine, parce que chez moi on donne à tout le monde. Moi, j'entends l'idée d'abord. Ce que je trouve sympa, c'est de donner à tout le monde, ce qui est un premier point. Faut changer la loi. Ouais, non, mais parce que par exemple, le personnel de cuisine, la loi dit juste pour qu'on soit précis, oui. Seules les personnes exposées à la clientèle bénéficient du pourboire. Non, mais ça se regarde. Et est-ce que vous pensez que au sein de la profession, les serveurs acceptent cette idée? C'est une discussion qu'il faut avoir. Il y a une petite concertation à mener ou pas sur le sujet? En tout cas, s'ils sont défiscalisés, moi je pense que c'est un bon point. Mais il y a 2 sujets. Dans ce qu'on se dit là, moi j'entends, et j'ai bien compris qu'il y a un sujet de déficit dont il faut que je discute avec Bercy. Ça vous a pas échappé, je suis pas en charge de ça, mais ça se regarde. Mais en revanche, on a l'habitude, on se voit tous les jours. Mais parallèlement à ça, je crois que ce qui est intéressant, c'est l'idée de toute une profession, pas juste les serveurs. Donc, ce que je retiens, c'est une petite concertation. 2, j'aime bien l'idée, et je l'aime d'autant mieux. Du plongeur au directeur. Il y a de moins en moins de gens qui ont de l'argent sur eux, ce qui veut dire que ceux qui ne le prendraient pas sur la carte, ça ferait une disparition des pourboires. C'est un sujet dont j'ai déjà plusieurs fois entendu parler et qui est un élément de pouvoir d'achat. Donc je prends le point. C'est une vraie priorité en matière d'attractivité. Si ça peut aider à lutter contre les addictions, pourquoi pas? Flora, une dernière question. Ensuite, Didier Giraud. Alors moi, je voulais revenir sur l'histoire du cannabis. Je suis désolée, mais en 2021, il y a 3000 patients qui ont... On va parler... Vous êtes complètement ferme sur le cannabis. Juste sur le cannabis médical, il y a 3000 patients qui l'ont expérimenté en 2021. L'étude a eu d'excellents résultats. Et aujourd'hui, le cannabis médical devait entrer au droit commun au 1er janvier. Ça a été annulé. Aujourd'hui, il y a des patients qui menacent de se suicider si ça n'arrive pas au 1er juin. Est-ce que, au moins, sur le cannabis médical, vous avez l'intention de faire quelque chose? Parce que là, si ça, c'est pas un enjeu de santé publique et d'accompagnement des malades, moi, je comprends je comprends rien à votre vision. Mais vous savez, on va être très calme sur le sujet et se dire tout simplement qu'il y a... bien, j'ai été extrêmement... Il y a 2 sujets. Il y a d'un côté le sujet consommation et des pénalisations. Il y a de l'autre côté un sujet médical. Le sujet médical, il fait l'objet actuellement d'études. C'est mon ministre délégué Yannick Noder qui est sur le sujet. On connaît parfaitement la date du 1er juin et on se sera prononcé d'ici le 1er juin et on travaille actuellement sur le sujet. Donc quoi, vous allez juste dire non, mais vous n'allez pas me le dire ici en direct? Mais attendez, vous savez, il en faut plus pour m'empêcher de vous dire ce que j'ai envie de vous dire. J'ai été claire sur la dépénalisation. Si j'avais une réponse prête tout de suite, je vous le dirais de la même manière. La dépénalisation, c'est non. Le cannabis médical, c'est non, mais dans 2 mois. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on était en train de travailler sur le sujet. D'accord, on vous attend. Rendez-vous avant le 1er juin. Je serai très attentive. Je vous fais confiance. Puisqu'on est sur les addictions, il y a un prochain sujet qu'on va évoquer avec vous dans un instant, c'est les écrans. Ouais. L'addiction des écrans, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les enfants dès 3 ans peuvent être exposés 1 heure, voire même plus aux écrans. C'est un enjeu de santé publique, c'est un enjeu aussi pour la famille, et ça, puisque vous êtes aussi ministre de la Famille. Madame Catherine Vautrin, ministre de la Santé, reste avec les grandes gueules. Question à venir, à tout de suite. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les grandes gueules en direct sur RMC Story, il est 11h25. Nous sommes avec la ministre de la Santé, du Travail, de la Solidarité et de la Famille. C'est Madame Catherine Vautrin qui est avec nous. Question donc pour vous, Catherine Vautrin, sur les écrans, l'addiction aux écrans. Est-ce que c'est au gouvernement, au pouvoir public, de se mêler de l'addiction des enfants aux écrans? Mais c'est au moins la responsabilité des pouvoirs publics d'interpeller les parents, parce que ce que l'on voit, c'est d'abord l'âge très jeune auquel les enfants sont déjà exposés aux écrans, puisque on dit que des enfants dès 6 mois sont à travers leurs parents, donc je pense pas qu'ils passent des journées devant les écrans, mais dès 2 ans, on a des temps moyens d'1 heure, et si je vais plus loin, c'est-à-dire l'ensemble des mineurs,
ils passent plus de 4 heures par jour devant les écrans. Mais ça, c'est la responsabilité des parents. Oui, mais un de nos sujets, c'est aussi On va pas légiférer sur un temps d'écran, on est d'accord. Je suis pas en train de vous expliquer qu'on va légiférer sur un temps d'écran, mais je pense qu'on a un rôle d'information. Et on a un rôle d'information, pourquoi? Parce que pendant que les enfants sont devant les écrans, ça veut dire qu'on a des enfants qui, par exemple, ne font pas de sport, ne sortent pas, sont isolés. On a des sujets d'obésité chez les enfants, de surpoids liés à un manque d'activité physique qui est extrêmement important. Donc tout ça, ça fait partie de la responsabilité de l'État d'informer les parents de la même manière. Il faut des campagnes. Oui, on parle beaucoup de violence. Très concrètement, on a un sujet de contenu. Parce que quand vous regardez le nombre d'enfants qui, à 10 ans, ont déjà un portable, sont déjà sur les réseaux sociaux, on connaît tous, malheureusement, des histoires d'enfants qui ont été harcelés par les réseaux, des phénomènes de violence. C'est là-dessus on peut pas juste relater des faits divers qui sont dramatiques. On a une responsabilité d'information. Puis surtout qu'il y a des algorithmes derrière qui génèrent lorsqu'un enfant voit une vidéo de déclaration qui va la choquer, il va la... La semaine dernière, j'ai parlé avec la maman d'une jeune fille de 10 ans qui va chez l'addictologue parce qu'elle est addicte au porno. Excusez-moi, c'est pas qu'une responsabilité d'informer, c'est une responsabilité d'encadrer. Qu'est-ce que vous attendez pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ou aux mineurs? Pourquoi quand on a moins de 15 ans, on a le droit d'avoir un compte TikTok? Mais répondez juste à ça. Mais je réponds bien sûr. Mais soyons clairs, c'est pas parce que vous allez l'interdire que demain, vous n'aurez pas un jeune qui, dans sa maison, aura accès avec le portable de son frère. Vous faites déjà un aveu d'incapacité politique, quoi. Mais je ne suis pas là pour faire des aveux d'incapacité de quoi que ce soit. Je suis là pour être réaliste. Et je pense que notre responsabilité commune, elle est de se dire que vous pouvez tout interdire si vous voulez. Vous croyez que vous allez entrer dans chaque maison pour vérifier ce qui s'y passe? Donc le premier... je suis sûre qu'il y a 80% des parents qui seraient soulagés par une interdiction pour que l'État fasse son rôle. Vous pensez que Mais oui, mais là, dans le côté manichéen, c'est mais attendez, mais on n'est pas des partenaires sociaux dans un bureau doré, là. On peut avoir une discussion. Non, mais on peut considérer que les réseaux sociaux, c'est pas que toxique. Il y a des tutos en même temps. Il y a des tutos qui sont formidables aussi que des gamins regardent. Je suis désolé, toi, tu vois que il y a des enfants, mais à partir de 15 ans, j'ai des enfants, j'ai des mômes, ils ont 17 et 15 ans, ils passent aussi du temps. À partir de 15 ans, avant 15 ans, il y a du harcèlement, il y a de la pornographie, il y a du cyberharcèlement, il y a de l'éducation à la violence. Et il y a précisément l'État doit jouer son rôle. L'État est là précisément pour informer, expliquer aux parents, accompagner. Vous avez tout un sujet de parentalité qui est un énorme enjeu, d'accompagner les parents sur la parentalité. Oui, c'est un sujet. Après, vous pouvez effectivement dire j'interdis les écrans au moins de 3 ans. C'est aux parents de le faire, c'est pas l'État. C'est les parents qui donnent le téléphone au gamin, c'est pas une question. Comment vous allez appliquer votre interdiction concrètement? Je vais vous expliquer comment. À partir de 15 ans, France Connect vous délivre un numéro qui vous permet de créer un compte avec les GAFAM sur les réseaux sociaux, que ce soit. Et donc, c'est une version qui fonctionne du contrôle parental. Bienvenue en Chine. Bienvenue en Chine. En Chine, ils le font, ils nous abrutissent avec. En fait, c'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu géopolitique. C'est un enjeu économique. C'est un enjeu de souveraineté et c'est un enjeu d'éducation de nos enfants. Et pendant que nos enfants, ils regardent, je vais vous dire ce qui se passe. Pendant que nos enfants, ils regardent des bêtises, des contenus pornographiques, de la violence et des contenus suicidaires, parce que il va y avoir le processus TikTok avec des enfants qui se suicident. Les enfants chinois, ils regardent des contenus éducatifs. Et les enfants des propriétaires des GAFA, ils grandissent sans téléphone portable. Donc aujourd'hui, le monde entier réussit à protéger ses enfants, sauf l'État français. Donc vous m'expliquerez comment votre impuissance politique vous est le premier mot et le premier mot que vous ayez à nous dire. Non, mais la santé, c'est très important. La santé est très importante et vous-même, vous faites allusion, vous faites une très jolie démonstration en parlant contrôle parental. Le contrôle parental, il existe et il ne fonctionne pas. Donc, ce que vous démontrez avec beaucoup d'aplomb, c'est qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, l'interdiction, ça ne marche pas. Ce qui veut donc dire qu'on n'est pas là pour faire casquette tampon, on est là pour apporter des réponses concrètes, pour informer les Français, pour dire attention, votre enfant, si vous l'exposez, voilà ce qui va se produire. C'est ça le sujet. Question. On a beaucoup parlé à la ministre de la Santé, j'aimerais bien parler à la ministre du Travail. Oui. Il est dans mon corps de métier un truc très important qui s'appelle l'apprentissage. Dans l'agriculture, dans tous les métiers manuels, dans tous les métiers dévalorisés où on peine à recruter, qu'en sera-t-il demain de l'apprentissage? Aujourd'hui, les coupes sombres budgétaires l'ont déjà ciblé. L'apprentissage est victime de son succès et en agriculture,
ça devient très très compliqué pour les jeunes de trouver un apprentissage avec la baisse des des métiers manuels. Alors, très concrètement, l'apprentissage, on a au moment où on se parle 850 000 apprentis qui sont en cours d'apprentissage. Toutes les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d'un accompagnement de 5 000 € par apprenti. À ma connaissance, dans l'agriculture, on est bien dans des entreprises de moins de 250 salariés. Ensuite, pour les entreprises de plus de 250 salariés, c'est là effectivement où le montant de la prime a été baissé. Donc je le répète, pour les entreprises de moins de 250 salariés, 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti. Il n'y a pas de changement de règle de prévu. Il y avait sur l'apprentissage, il y avait avant 6 000 € pour tout le monde, on est à 5 000 € pour les moins de 250 et on a baissé sur les plus de 250 tout en gardant la possibilité pour toutes les entreprises d'avoir des apprentis de tous les niveaux, c'est-à-dire on est allé jusqu'au niveau 7, c'est-à-dire jusqu'au master. Le but de la manœuvre, c'était que une entreprise puisse aussi accueillir un jeune qui soit en master parce qu'elle peut avoir besoin dans son organisation de ce type de choses. Donc c'est du CAP au master. Et je crois qu'il faut encourager, moi je lisais un article sur les contrats en alternance où le salaire des apprentis va baisser en 2025 parce qu'il y a une modification sur les cotisations. C'est-à-dire que les apprentis, bah oui, mais j'illustrerai le propos. J'illustrerai le propos et que aujourd'hui, moi en tant que patron, j'accepte pas que ces gamins aient un impact en fait sur leur rémunération parce que les cotisations augmentent. Quand est-ce que dans ce pays on va vraiment se mettre autour de la table et on va parler de ce qu'on appelle le coût du travail. Le coût du travail asphyxie la société, asphyxie l'économie française. On le voit, on va finir à mon avis en récession cette année. Et on a certainement le coût du travail le plus élevé au monde. Quand est-ce qu'on va intégrer que le but recherché, c'est qu'on emploie et il y ait moins de chômage? Ça, je pense qu'on peut partager ce projet. Mais ce qui, moi, m'exaspère, j'ai fait une tribune dans ce sens, c'est quand est-ce qu'on va mettre un bonus-malus. Bonus, plus tu emploies en fonction de ton chiffre d'affaires, moins tu as de cotisations. Et moins tu emploies en fonction de ton chiffre d'affaires, et plus tes cotisations vont augmenter. Un bonus-malus. Celui qui emploie beaucoup pour produire, c'est-à-dire les artisans, nous, pour produire 100 000 € de chiffre, il nous faut un salarié. Et la malbouffe, ils ont besoin de un salarié tous les 300 ou 400 000 €. Très concrètement, on va s'interroger sur un sujet très compliqué, mais extrêmement clair. Aujourd'hui, les sénateurs ont voté hier le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça coûte 650 milliards d'euros. Ce budget, il est payé par quoi? Il est payé par le travail. Et la difficulté de la France, c'est qu'on a moins d'actifs et on dépense de plus en plus pour la protection sociale. Donc la question qu'il faut qu'on ouvre aujourd'hui, c'est comment on continue à avoir un système de protection sociale à ce niveau-là qui ne repose que sur les actifs qui sont moins nombreux qu'ils ne l'étaient quand la sécurité sociale a été mise en place il y a juste 80 ans. Et donc, il faut augmenter deux choses. Le taux d'emploi des jeunes, le taux d'emploi des seniors, qui sont deux taux d'emploi plus faibles qu'ailleurs en Europe. Si on avait le même taux d'emploi en Europe, aller faire des financerait dans la redistribution, quoi. Ah bah oui, alors, Madame la ministre. Comment dans les secteurs en tension précise, est-ce que vous êtes prêt à alléger le coût du travail? Voilà, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème pour alléger le coût du travail. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on coupe? Là, vous faites des millions d'euros. Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on coupe? Mais je peux me permettre. Regardez, nous, ça nous coûte 3,9% de la masse salariale pour la cotisation chômage. Nous sommes un secteur en tension. Comment se fait-il? Pardon, ce sont les chiffres de France Travail. Pas les miens. Il y a plus de 100 000 personnes qui, depuis moins de 3 mois, sont disponibles pour venir travailler chez moi et on continue à protéger ces personnes à rester à la maison pendant 18 mois. Quand le président de la République dit pour trouver un travail, il y a qu'à traverser la rue, moi dans mon secteur, sur même trottoir, vous avez remarqué, on protège pendant 18 mois. Vous avez remarqué qu'on a mis en place l'inscription obligatoire de tous les bénéficiaires du RSA avec les 15 heures de travail obligatoire. Ça a été lancé en février, il y a exactement un an, sur 18 départements. On les a passés à 47 et on a généralisé au 1er janvier 2025 avec un objectif que chacun puisse effectivement être amené vers le travail. Le but de la manœuvre, c'est préciser, parce que non seulement c'est très mauvais pour l'emploi, 5500 cuisiniers à Paris qui sont payés par la solidarité. 5500 cuisiniers à Paris. C'est la raison. À Nice, 3000 cuisiniers. Laissez-moi finir. Reconnaissez que depuis un an, on a mis en place ces 15 heures obligatoires qui ramènent chaque bénéficiaire du RSA est reçu par France Travail et mis en place dans une entreprise. Le but de la manœuvre,
c'est précisément de renforcer leur employabilité et de les ramener vers le travail. Il y a une chose aussi là qu'on a vu passer dans les projets de loi de finances divers et variés, c'est la taxe soda. Pourquoi alourdir de nouveau la fiscalité sur les sodas ou les produits sucrés? Alors ça fait partie de ces sujets qui sont des sujets de prévention et donc d'éléments comportementaux. Le but de la manœuvre, c'est de lutter notamment contre l'obésité et c'est la raison pour laquelle cette taxe a été mise, elle existait, elle a été renforcée. Enfin, pour que les consommateurs le sachent. Hein. Si, attends. Il n'y a qu'à interdire. Hein. Si c'est dangereux pour la mais santé. vous allez tout interdire bientôt. Non, mais à un moment donné, c'est plus facile de prendre la manne financière que d'aller dire aux industriels, à ce taux de sucre-là, dans votre Fanta ou dans votre Coca-Cola, vous êtes dangereux, donc votre recette est bloquée à sucre. Excuse-moi, la France produit du vin, pas des sodas. Et je vais te dire une chose, moi je trouve parfaitement anormal que la TVA, par exemple, soit à 5,5 sur du Coca, du Fanta et toutes ces conneries, et que nos vignerons, la viticulture française qui fait revivre le monde entier, c'est 9 milliards la viticulture en France, on les massacre à 20 points de TVA. Pourquoi on fait allégeance au vin américain d'Atlanta? Moi je suis désolé, je soutiens les agriculteurs français, la viticulture française. Bon alors là je vous dis, je vous suis pleine balle. Hein. Mettez la TVA à 20 points sur tous ces produits sucrés là. Moi je pense que là-dessus, moi ce que je pense, c'est que notre vrai travail, c'est de travailler avec les agriculteurs, les industriels sur deux sujets. Le premier, et ça c'est la responsabilité de chaque Français, c'est déjà le choix de nos achats. Personne ne vous oblige à aller acheter des sodas, c'est tout sauf des produits essentiels. Mais ça tombe bien, la TVA 5,5 c'est des produits de première nécessité. Deuxième élément, sur l'alimentation, clairement, on a une vraie responsabilité à avoir sur le sucre, le gras et tous ces éléments-là qui permettent effectivement d'améliorer la santé de nos concitoyens. Là aussi, on est sur de l'information et c'est la raison pour laquelle là-dessus, on travaille avec d'un côté les agriculteurs, de l'autre côté les industriels et en matière de santé. Moi, ce qui me semble extrêmement important, c'est qu'effectivement, on soit vigilant. On a beaucoup parlé de prix bas. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de prix de produits de qualité pour la santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la notion de prix bas, il y a la notion de qualité pour la santé. Donc un soda, on peut pas considérer dans les addictions comme on peut pas considérer que le soda c'est un produit de première nécessité. C'est pas ça, on a mais si c'est ça la vérité. On dit un produit n'est pas conforme. La TVA 5,5, la définition de la TVA 5,5, plus au-dessus, c'est pas conforme. La TVA à 5,5, la TVA 5,5 c'est pour les produits de première nécessité. Moi je pense qu'en tout cas c'est pas un produit essentiel. Mais d'accord avec vous, le sujet c'est peut-être l'un des points. Donc vous seriez pour monter la TVA. Oui, dernière question. Est-ce que c'est l'affaire Betaram et la motion de censure demain sur le sentiment de submersion? Est-ce que François Bayrou, votre chef de gouvernement, est fragilisé en ce moment? Vous savez, le Premier ministre vient déjà, en finalement maintenant 2 mois, faire passer le projet de loi de finances. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'était 2 éléments majeurs pour fonctionner le pays. Avoir un projet de loi de finances de la sécurité sociale au 20 février, ça devenait extrêmement urgent. On va continuer à travailler sur l'ensemble de ces... Donc il n'est pas fragilisé? Il est au travail. Il est solide? Il est solide. Merci Madame la Ministre Catherine Vautrin, merci d'avoir été avec nous. Pause. Et si le meilleur de l'intelligence artificielle était au service de votre... Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et l'article vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.